All rise. Uye Ulawe. Please be seated. Uye Wu Esawa. Yes, Ms. Westinghausen. Yes, Madam President, Your Honours, thank you for giving us more time. After speaking about the situation of children, I want to touch upon malnutrition and food scarcity. As you can imagine, the effect of malnutrition and food scarcity on children in the IDP and refugee camps are particularly severe, as the ongoing lack of food and proper nutrition negatively impact both health and development, and that has been ongoing for decades now. Children are exposed to preventable illnesses which result in physical and also cognitive impairment that follow in them into adulthood. Very often, only one parent can work, if at all, to try and feed the family. Kaltouma, for example, one of our clients and refugee in Chad, shared during a virtual meeting in September 2023 that her husband was kidnapped by the Janjaweed for 2 years. And when he was released, he was a completely different person, unable to work or live normally, even though he reunited with the family. She stated, and I quote, "I'm the only one who provides for my family of 12. I work wherever I can, but it's never enough. If I earn something, my children can eat, but if I don't, they go hungry. My children are malnourished and tired." End of quote. But malnutrition obviously affects not only the children. Omar, who lives in the large and densely populated Kalma IDP camp in South Darfur, says in a video message, and I quote, "Since we were forced to leave our homes, we are living in agony like this. We never ate enough and never drank water enough, except what white people bring. They give us a bit, and it is not enough." End of quote. Yahya, also from Kalma camp, recounted his journey of fleeing first to Niala at the time and then to Kalma camp in search of safety. Reflecting on the drastic transformation of his life, he noted, and I quote, "My life before the war was happy and prosperous, but now it has turned into hell after the displacement and the departure of the organizations from Kalma camp for the displaced. This has led to many problems, like hunger and malnutrition. Sometimes we go days here without food, and as you can see, I'm still a young man, but I have aged from the exhaustion, suffering, and harsh conditions caused by the war. My children are also in a miserable state, powerless." End of quote. The situation gets worse and worse since the new outbreak of the conflict. Khadija, an IDP in Mukjar, remembers, and I quote, "When we first arrived at the Mukjar camp, relief organizations provided services, but as the conflict continued, they withdrew, leaving us with no medical support." End of quote. In Kalma, a different participating victim, also named Khadija, noted that, and I quote, "Diarrhea and other diseases are constant here in the camp, especially for children and elderly." And Musa, also from Kalma camp, expressed, "I have spent all these years feeling like we're in a prison, and the camp is a large prison for the people. The camps are deprived of any services, whether public or humanitarian aid." Likewise, another client named Khadija and a survivor of the Bindizi attack says, "We are barely surviving. Mothers struggle to feed their children with no means of support. Medical help in the refugee camps is quasi non-existent." Fatne, a refugee in Chad, states this reality when we spoke with her in January. And she says, "Without medical support, we struggle against illness, and we are left to survive in whatever way we can." End of quote. Abakar, also a refugee in Chad, expressed in a virtual meeting in July 2024, and I quote, "Living here has become torture. We feel trapped with no hope of escape or return. Every day is a struggle to survive." End of quote. And you will see that we endeavored to hear the voices from clients who are originally from Mindisi, from Kudum, from Mokja, from Delej, some of them now in Sudan, some of them in Chad, so that you really have, we try to have a
representation of as many groups as possible within the victims' community. I now want to speak about, of course, psychological and emotional impact. So as you can imagine, the deep and varied psychological impacts experienced by displaced individuals as a result of the charged crimes and the consequent prolonged sufferings can't be stressed enough and has been reflected in many of the questions that we pose to witnesses in our submissions and our writings. And I can say that it's certainly not an exaggeration to say that all participating victims suffer some form of psychological harm. In their application and during consultations with our team, the participating victims reported experiencing long-term psychological symptoms of distress, fear, depression, and grief. Of course, for each participating victim, the psychological harm shows differently. And these words, distress, fear, depression, grief, it's the words we put on these feelings. But obviously, for everyone, the harm shows and feels differently if it is expressed at all and not suppressed, as often the case. Samira states in a video communication, and I quote, "What they did to us has left a mark that nothing can erase. We carry this pain every day in every part of our lives." And Hawa expresses, "We live here without security, without support, carrying memories that haunt us." This sentiment can be felt throughout the victims' community, be it in IDP or refugee camps, where Yusuf, a refugee in Chad, said to us in a virtual meeting, and I quote, "We are left with nothing, but memories of what happened in Darfur stay with us every day." Halima, also a refugee in Chad, translated what she feels as follows in a virtual meeting in July 2024. "They took away our lives and left us in this place where we have no control, no say. It feels like we are barely human." End of quote. And Alawiya, an IDP in Bindisi, likewise expressed in a video message, "We were once people with pride and respect, but here we are treated like we are nothing." As Hawa, residing in Chad, indicated in the quote I read to your honors at the beginning of this statement, this is a pain also carried by those participating victims who have sought refuge in foreign lands. The children and grandchildren of participating victims have also been impacted psychologically by growing up in the circumstances of the IDP and refugee camps, which then feeds back to their parents and other older members of the community who carry the sorrow of watching younger generations deprived of and disconnected from the traditional lives of their ancestors and the wider Fo community. Salma, she's from Kalma camp, or she is now in Kalma camp, speaks about her children and expresses with pain in a video message that they don't know what life was like before. They only know the camps, the hunger, the fear. Hassan, an internally displaced in Mukjar, makes a similar statement regarding the next generation of IDPs and says that they know our story because they see it in our faces every day. They see the sadness, the worry. It is part of them now. End of quote. Hawa, an internally displaced person in Mukjar, shared her account of the personal and lasting trauma her family has endured since losing her father to the violence that uprooted their lives. She described the unanswered questions and sorrow that shadowed her family, recalling how, as children, they would ask their mother about their father, only to be reassured that he would return soon. And I quote, "But he never returned to this day. I cried many nights in silence. I deeply regret the loss of my dear father, who died in silence, without a proper burial or mourning ceremony. We don't even know where his grave is." End of quote. Faisal, also displaced in Mukjar and who grapples with depression, shared his feelings about the unbearable conditions in the camp, stating, "Personally, I have wished for death instead of living here." And if I had the opportunity to speak to or communicate with all my clients, I could go on and on and on. None of this is redundant, and none of this is the same.
It reflects the very personal feelings and the inner life, I call it the secret garden, of every participating victim in this trial. And I acknowledge that my capacity as counsel to bring this across is more than limited. The participating victims have expectations, Your Honors, and I want to share those with you. The participating victims in their communication and messages to us hold high expectations for the court, primarily centered on justice and accountability, expeditious proceedings, and the restoration of rights and lands, independently of what of this you can really fulfill or not. But I will give you examples. Al-Sadiq, a survivor of detention and mistreatment during the Mukjar-charged incidents, described in a video message the importance of these proceedings for himself, his community, and the larger Darfuri population. I will read the translation for the sake of time instead of playing the video. And he says, I was deeply shocked. I'll start a bit later. Even inside Kalmar camp, significant violations were committed against displaced people over the years, including arbitrary arrests and heavy gunfire directed at the camps. Over many years, we were targeted by the government, which did everything I could to erase the existence of Kalmar camp, everything it could to erase the existence of Kalmar camp. The reason for this is that the camp served as a constant reminder of the crimes committed. Kalmar camp is living proof and a witness to the mass displacement and violations of the regime. For 20 years, we stood against the Janjaweed with nothing but our bare chests, demanding our rights through the law. We always knew that the day of reckoning would come, and today we stand before this great case." End of quote. Similar to Al-Sadiq, Abbas, a survivor of the charged attack on Mindisi, passionately says in a video message, and I quote, "We appeal to the ICC to take clear and decisive action against the known criminals in Sudan for committing war crimes and crimes against humanity, and to hold all perpetrators accountable. If the perpetrators are not held accountable, the violations will continue. Therefore, the court must issue clear decisions to prosecute the criminals." End of quote. And highlighting the escalating plight of displaced individuals and the ongoing violence, he further urged, and I quote, "There is an increasing number of displaced people arriving from the areas, and violations including killings, rapes, and beatings of displaced individuals continue randomly. There must be a renewed role for the court to include a greater number of perpetrators involved in these crimes. We hope that our appeals through you will be met with a response and that a judgment will be issued soon." End of quote. The wish for expeditious proceedings resonates deeply with and is also a recurrent theme amongst participating victims, many of whom have endured decades of displacement, suffering, and uncertainty. Malik, a survivor of the Delej charged incidents, transmitted the following in a video message for your honors. Read it, right? And this one we will play. It's a bit shorter. نكي والله ما هم كان لانه عشان لا أول كان أرضي عليه كان أنا هو مجرم كله نكومه ناي كوميه نكاين جسمه على كابه أنا ما يصير نديله كله ديله كله نما يدوق إبادة جماعي كابه نانجس يا تاسيبين كابه نكي من دم الناس ذات سكول فول نكي أنا مس قال الله كاين سوكا كابه مس كي منا كينga ناس كاين متوا كده كان لانكي أول كاو لانه نكي أول باي مس كانا nansi arde kanga kai nguwa na kuma na zira kawa nan kai mbai make kulen ato kin kwa ila dan arde le korun na mai yanku ini alke lalang awulgi igasa kanya igasa na nye nes do kurie asana maka ina mun tandaran duo de to ashirin alangeng mosul janna kwa miten na partisor yang wallahi intari tiri sa songa diruenga ai hawilemba kan barana isaidemba. وشكرا جزيلا.
Abdallah, he's a survivor of the Bindisi attack, captured the same sentiment clearly, and he says, I hope the trial can finish quickly because we have suffered so much. The memories of what happened during the war still haunt us, but now our suffering is being prolonged, end of quote. This sense of urgency, Your Honours, is compounded by fears of justice slipping away. Nuradin, for example, she's an indirect victim of the Mukhtar incident, noted his concern over the age of the accused. And she says, I'm worried about whether justice will be served in time. The accused is old, and I fear that the longer the trial takes, the more likely it is that he might escape justice simply because of his age. This makes me wonder if all that we've been through will be in vain. The thought that he could go free because of his years is a nightmare for all of us who have suffered so much. We need to see accountability, and if the trial drags on for too long, there is a fear that we may never get it. End of quote. The passing of time also weighs heavily on Musa, a survivor of the charged Kudum attack, who has lived as a displaced person for over 2 decades. And in a meeting, he expressed, I myself became weak and vulnerable. I've been living with this pain since the war started, and I still feel it now. I'm a deep victim. My life in the camp is horrible. There are no rations, no medicine, no assistance. I just hope this case ends soon so that I can get my rights and recover from this pain. Maybe then I can live a life with dignity, free from harm, end of quote. The deep personal losses and scars of the conflict fuel a profound longing for closure. Hawa, whom I referred to earlier in this closing, relived in this same meeting that I mentioned the moment she lost her husband and her child, and I quote, when we were attacked, my husband was killed. He died in my lap. My child was killed too. I was shot and couldn't move for 2 days until people found me and brought me to safety. Even now, my mind takes me back to that moment every day, and it has caused me mental illness. Life in the camp is hard. We don't get enough food and we struggle to survive, but I hold on to hope. I believe that if we are patient and wait for the case to end, we can get our rights and live a normal life again. End of quote. Yet the resilience and hope of the victims shine through, even amidst despair, which I find quite admirable, I have to say. Hawa, notwithstanding the sadness she feels, she then expressed with a strong voice in a message that she conveyed to us, and she says, the suffering we've been through is beyond words. People were killed, displaced, and disappeared, and the refugee camps offer no relief. Life here is so difficult. There are no rights, no work, and no opportunities for our children. Every time I think about my country, I can't help but cry. This passion is tempered by urgency for justice, as Anima, a survivor of the Kudum attack, emphasized. She says, we've been waiting for justice for 20 years, and now we just hope the judges will see the truth. Fahia, a survivor of the Bindisi attack, echoed this sentiment, saying, knowing that the case might be finished by the end of the year gives me some hope after all this waiting. Just as Salam, an IDP in Kalmar, is hopeful and voiced optimism. Justice will allow us to return to our villages and rebuild our lives. Others, like a participating victim whose young brother was detained and mistreated during the Delege incident and continues to suffer serious psychological issues to this day, conveyed frustration at the slow pace but maintained her trust in the court. She informed us in a meeting, and I quote, living as a victim all these years is unbearable. I'm staying alive just to see justice done. But the case is moving so slowly and victims are dying. I still trust the court, but I want to scream out to the world that we are being ethnically cleansed in our own country. The Janjaweed and RSF were created by the dictatorship, and the justice that the court can bring for Darfuri victims would be a symbol for other conflicts. I want the judges and everyone else to know this. End of quote. For many, the trial is simply about accountability and punishment, but also restoration of dignity and peace. Khalil, who was detained and mistreated in the Mukhtar charged incident, articulated this clearly, and I quote, it is necessary to hold those responsible accountable. It means stability and a return to our villages, and it is a very important lesson for all criminals.
It also means restoring our long-lasting human dignity, and not holding them accountable means endless suffering, because the Janjaweed will continue their tyranny unchecked, and this is unacceptable to the human conscience. End of quote. To conclude, while the irreparable harm suffered by the participating victims cannot be undone, a fair judgment would offer relief and hope for the future, and an unofficial recognition from this court for what they have individually and collectively suffered. Adam from Kudum puts it with brevity. Let the judgment be fair, so that our consciences may find peace. I thank you for your attention, and I would like to take the opportunity to thank a few persons, and I ask you to allow me to do so because not all of them are here with me. So before I sit down, I wish to express my sincere appreciation, first of all, to Anan Shah and Saif Kassis, without whom I would definitely not have been able to do my job. Our work has not yet come to an end, but for the time being, I want to thank you for your professionalism and unconditional collegiality at all time. It's not a given. Thank you very much. I also want to thank former members of our team, including former case manager Idriss Anbari, and also a number of visiting professionals, and I want to name them because I think it's important, Charlotte Imhof and Catherine Ravy, and our legal interns, Randa Belhadid, Noor Mahamid, Saskia Adjova Fande, Beatrice Carpani, Henriette Wilberg. Our core team is a small one. Without the important contribution of these young professionals, who I call for being remunerated in the future, if you allow me to say that, our ability to carry out our mandate and represent the rights and interests of our clients would have been much diminished, to say the least. Importantly, in addition to my colleagues beside me, our team includes 2 field assistants from the Four community. One is based in eastern Chad, and I hope he can see us, and he knows who I mean. I don't want to say his name. He is himself a refugee of the 2003 and 2004 Darfur conflict. The other field assistant is a long-term internally displaced person residing in Wadi Sali locality, in what is now Central Darfur State, and I hope he was also able to follow and knows who I mean. They have really been our key interlocutors with the participating victims and facilitated communications and consultations in extremely difficult circumstances. And most of the messages I conveyed to you, I could not have without their support. They also made it possible, and it would otherwise have been completely impossible, the appearances before your honors of witness V1 and participating victim V2 from refugee camps in Chad, and also participating victims V4 and 5 whose journey from their respective IDP camps in Darfur took place after the outbreak of the ongoing civil war, and where the court could not have assisted the way they did. So our team has really been blessed, and it has also been blessed by the support of trusted intermediaries based in Darfur, who have coordinated with our Darfur field assistant and have freely given their time and effort to assist our team's consultation in the 5 IDP camps in Darfur, where the vast majority of our clients are. So my sincere gratitude really also goes to them. Last but certainly not least, I would like to thank your honors and all colleagues from the prosecution and the defense teams for the collegial and respectful atmosphere in the courtroom, which allowed for a trial conducted, I feel, with dignity and fairness. Thank you very much. Yes, thank you very much indeed, Ms. von Wistinghausen. Yes, thank you. So we turn to the defense. Mr. Leitchi. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Mesdames les juges, chers collègues. La défense se lève aujourd'hui pour présenter ses plaidoiries finales dans l'affaire Abdelrahman. Le moment est solennel. Il clôt 5 ans de procédure
depuis la date, en décembre 2019, à laquelle M. Abdelrahman a, pour la première fois, pris contact avec la Cour afin de s'y présenter et de venir répondre des accusations proférées à son encontre. Il clôt 17 ans de mise en accusation depuis l'annonce publique faite le 27 février 2007 des demandes du bureau du procureur aux fins de délivrance de citations à comparaître à son encontre, sous le nom Ali Mohamed Ali Abdelrahman, également désigné sous le surnom Ali Kouchaïb. Cette affaire qui arrive aujourd'hui à terme est celle qui a tenu la Cour occupée depuis le plus long temps. Il intervient enfin plus de 20 ans après les faits. La défense adresse ses pensées aux victimes de 2003 et 2004 qui n'ont à ce jour toujours pas reçu réparation. Au commencement de cette affaire, en juillet 2020, la défense a fait des propositions pour que les victimes reçoivent réparation sans attendre et indépendamment du résultat de ce procès. Ces propositions sont toujours d'actualité et la défense demeure déterminée à les soutenir si elles sont reprises par nos collègues représentants légaux des victimes, en particulier en cas d'acquittement de M. Abdelrahman. Mais la justice qui doit être faite aux victimes ne saurait être au prix de condamner un innocent, car cette condamnation ne ferait rien d'autre qu'ajouter une nouvelle injustice à celle que les victimes ont subie. En cette fin de matinée, nous sommes déjà en début d'après-midi, je parlerai, après mon introduction, des sujets relatifs au procès équitable et à la compétence de la Cour, après quoi mon confrère Ian Edwards vous entretiendra de la crédibilité des témoins du procureur. Cet après-midi, et peut-être en dépassant un peu sur demain matin, mon confrère Ian Edwards vous parlera des 4 scènes de crime et Madame Matteo abordera le sujet de la connaissance de la politique d'État et de la persécution. Et je terminerai demain avec l'exposé, plutôt la réponse aux arguments de mes adversaires en ce qui concerne les 3 lignes de défense. Je commencerai donc par vous raconter l'histoire d'un homme. Il se nomme Ali Mohamed Ali Abdelrahman. C'est un homme simple, retraité de l'armée soudanaise et pharmacien de son État, dans une petite ville de province, Garsila, située dans la région du Wadi Saleh, État du Darfour Ouest, au Soudan. Quand je dis pharmacie, je vous prie de ne rien imaginer de grandiose. On parle de 4 murs bâtis dans le marché de Garsila, où cet homme vend des médicaments à destination des humains. Il a obtenu sa licence, l'autorisant à le faire, au cours de ses 27 années passées dans l'armée, où il servait en qualité d'infirmier avec le rang de sous-officier ou moussaïd dans le service médical. Il n'a jamais soigné les animaux et n'est pas licencié pour le commerce de produits vétérinaires. Cet homme ne fait pas de politique. En 2003-2004, il n'occupe aucune fonction officielle, ni dans l'administration civile, ni dans l'administration tribale, ni dans les forces de sécurité. La preuve ne contient aucune trace d'une telle position. C'est un musulman pratiquant, il a 3 épouses, plusieurs enfants, il gagne humblement sa vie et celle de sa famille en vendant des médicaments. Personne n'aurait jamais dû entendre parler de cet homme en dehors de sa petite communauté soudanaise. Mais le destin a décidé qu'il en serait autrement et qu'il serait propulsé, bien malgré lui,
sur le devant de la scène de la justice pénale internationale en tant que personnalisation des atrocités commises au Darfour par le gouvernement soudanais. Pour que cet improbable destin se réalise, une série d'événements a dû se produire. Premier événement, en 2003-2004, le gouvernement soudanais organise une campagne de répression sanglante à l'encontre de la rébellion de l'armée de libération du Soudan, largement soutenue au sein de la tribu Four. Pour ce faire, il a recours aux milices des tribus arabes, communément désignées sous le terme Janjaweed, les fameux diables à cheval. Ces milices secondent l'armée soudanaise dans leur répression de la rébellion, des opérations conjointes sous commandement militaire avec l'appui des milices sont conduites dans plusieurs localités, dont Kodoum, Bindizi et Sindou. Les personnes suspectées de soutenir la rébellion sont arrêtées et détenues, parfois exécutées sommairement, sans procès, comme à Moukjar et à Deledj en mars 2004. Pendant ce temps, notre homme, lui, vend ses médicaments à Garcila. Il est trop vieux pour aller se battre et sa tribu, les Taïcha, de la région de Raad el-Boldi, au Darfour Sud, a décidé de rester en marge de ce conflit. Les miliciens de Garcila sont de toute façon majoritairement de la tribu Salamat, qui est l'ennemi juré de la tribu Taïcha. Cela lui aurait coupé la gorge plutôt que de le recruter ou d'en faire leur chef. Il ne se mêle donc pas de ce qui se passe et prie Dieu que les siens soient préservés. Le deuxième événement, moins de 2 mois après le renvoi de la situation au Darfour devant la Cour, en mai 2005, le gouvernement soudanais, qui s'inquiète manifestement d'une prochaine mise en accusation de son président Omar al-Bashir, remet aux enquêteurs du procureur 2 documents, présentés comme un procès-verbal de réunion de la Commission nationale d'enquête soudanaise et son rapport. Ces 2 documents datent de juin 2004 et sont visés en note de bas de page 179 et 186 du mémoire de la défense. Ce sont les pièces 128 et 123 et 130 sur notre liste. Je me référerai tout au long de ma plaidoirie à la numérotation dans la list of authorities pour que ça aille plus vite. Ces documents mentionnent un homme en relation avec les exécutions de prisonniers survenues à Deledj. Le premier document vise le lieutenant Ali Mohamed Ali, surnommé Koucheib. Le second, le chef des milices Foursan, Mohamed Ali Koucheib. Le Soudan offre donc à la Cour, afin de la satisfaire, la poursuite d'un illustre inconnu, Ali Koucheib. Tellement inconnu que l'expert joint du bureau du procureur et de la défense, Alex Deval, mondialement réputé pour sa connaissance du contexte soudanais et directement impliqué dans la négociation de la paix avec les parties au conflit soudanais, indiquera n'avoir jamais entendu parler de lui en dehors du contexte de la Cour et des rapports de Human Rights Watch. Je suis à la pièce 46 dans la liste. À cet instant, M. Abdelrahman est dans un camp d'entraînement des forces centrales de réserve qui sont rattachées à la police, à El Obeid. Il y a été incorporé depuis 1 an avec dérogation due à son âge avancé. Il est à la totale disposition des autorités soudanaises, mais il n'entend pas parler de ces événements qui n'ont apparemment aucun lien avec lui. Il n'a jamais été lieutenant, il n'a jamais dirigé des milices Foursan, qui sont de toute manière celles de la tribu Beni Alba, pièce 119 de la liste, ou de la tribu Rizegat de la région d'Ed Daïn, dans le Darfour Sud, pièce 95. Il n'appartient pas à ces tribus,
Beni Alba ou Rizegat, le seul lien possible serait la mention des 3 prénoms Ali Mohamed Ali. Mais il n'a pas connaissance de ces documents et personne ne vient lui signaler qu'il pourrait être la personne que ces documents visent. 3e événement le plus important. Le 27 février 2007, le procureur de la Cour pénale internationale dépose une requête publique aux fins de délivrance d'une citation à comparaître à l'encontre de Ahmad Haroun et Ali Mohamed Ali Abdelrahman, alias Ali Kouchaïb, pharmacien vétérinaire sur le marché de Garcilla. C'est la pièce numéro 1. Cette requête est doublée d'un communiqué de presse du bureau du procureur. Et à cette date, M. Abdelrahman a fini son entraînement et sert dans les forces centrales de réserve avec le grade de Moussaïd, qui lui a été donné par équivalence avec le plus haut grade qu'il avait occupé dans l'armée avant sa retraite. Il est un employé des autorités soudanaises et donc à leur totale disposition. Mais personne ne vient le chercher pour l'informer qu'il est recherché par la Cour, et encore moins l'arrêter avant la fin 2019. Il n'entendra parler de tout ça que progressivement au travers des médias locaux. Alors la question qui se pose est la suivante. Entre la réception des documents de mai 2005 et le dépôt de sa requête du 27 février 2007, qu'a fait le bureau du procureur pour vérifier l'identité du suspect? Les informations reçues du Soudan ne sont pas très claires. Nous avons 2 séries différentes de prénoms. Nous avons l'emploi d'un surnom. Cela aurait mérité quelques vérifications. Et puisque le gouvernement soudanais voulait à l'époque montrer qu'il coopérait tant qu'on n'accusait pas leur président al-Bachir, il suffisait de lui demander les informations de base permettant de vérifier l'identité du suspect, ses documents d'état civil, son casier judiciaire et, puisqu'il était question d'un lieutenant, son dossier militaire. N'importe quelle police, dans n'importe quel pays au monde, commence systématiquement son enquête par ces vérifications de routine. Pas le bureau du procureur de la Cour pénale internationale. Un échange de lettres intitulé Roadmap for Implementation of UN Security Council Resolution 1593, qui s'étend de juin à décembre 2006, c'est la pièce 120, décrit les étapes de l'enquête du procureur au cours de cette période. En annexe 5 à la roadmap du 30 juin, le bureau du procureur soumet une liste de documents et informations dont il demande la transmission. La liste est longue. Aucun n'est en relation avec l'établissement de l'identité du suspect Kouchaïb, désigné par le gouvernement. Les pièces essentielles à toute enquête policière, que sont l'état civil, le casier judiciaire et le dossier militaire, ne sont jamais demandées par le bureau du procureur, ni dans la roadmap de 2006, ni plus tard. C'est la défense qui a dû les demander à partir de novembre 2020 et sans discontinuer depuis. La défense ne les a jamais obtenues. Les autorités soudanaises ont d'abord ignoré ces demandes. Sous la pression de votre Chambre, elles ont finalement usé dans une note verbale du 12 janvier 2023, pièce 13, un argument aussi ridicule que fallacieux pour refuser de les délivrer. Sommées de se justifier de cet argument absurde, elles ont été incapables de le faire. Le bureau du procureur, de son côté, n'a pas considéré que la délivrance de ces documents constituait une priorité. Prouver l'identité du suspect dans cette affaire ne constituait pas la priorité du bureau du procureur, c'est la pièce 15.
même après que cette identité ait été contestée par l'accusé, et même après que votre chambre ait indiqué que l'obtention de ces documents était indispensable à l'équité du procès. Finalement, les autorités soudanaises ont transmis à la Cour le 5 décembre 2024 un document qui, à défaut de fournir le dossier d'état civil complet, le dossier militaire et le casier judiciaire de M. Abdelrahman, confirme au moins son état civil, indique que son dossier militaire a été perdu suite à des attaques des forces de soutien rapide et indique que M. Abdelrahman n'est pas mentionné au registre soudanais des personnes poursuivies et des personnes condamnées, c'est la pièce 168. Les conséquences de ce document sur l'affaire sont considérables. En particulier, le fait qu'aucune mention de M. Abdelrahman ne soit faite au registre soudanais des personnes poursuivies et des personnes condamnées invalide les théories du bureau du procureur selon lesquelles il aurait été poursuivi par les autorités soudanaises pour des crimes en relation avec les événements de 2003-2004 ou interrogé en novembre 2006. Mais j'y reviendrai. Le bureau du procureur n'avait jamais demandé ni obtenu ces documents capitaux demandés par la défense. S'il les avait obtenus plus tôt, le cours de cette affaire aurait été considérablement changé, probablement raccourci. Ce manquement aurait-il pu être compensé par d'autres mesures d'enquête du bureau du procureur? Très difficile, à vrai dire, à partir du 27 février 2007, de savoir si les témoins qui prétendent connaître M. Abdelrahman sous le surnom Ali Kouchaïb disent la vérité ou ne font que régurgiter les informations diffusées par la Cour. Par son inconséquence, le bureau du procureur a lui-même ruiné la fiabilité de sa preuve de l'identité d'Ali Kouchaïb. Mais les enquêteurs du bureau du procureur ne se préoccupent même pas de poser la question lors des interviews qu'ils conduisent avec leurs témoins. Mon collègue hier s'est ému de la citation de notre échange du 21 novembre 2022 à l'occasion de la comparution du témoin P585. Je n'y reviens pas. Ce qui est important, c'est qu'il nous dit à ce moment-là, parlant d'une interview de 2016, ça n'était pas important parce que nous savions que M. Abdelrahman était Ali Kouchaïb à ce stade-là, et cette question n'avait pas encore été soulevée. Ainsi, en 2016, au moment d'interviewer le témoin P585, le bureau du procureur savait, ou croyait savoir, que M. Abdelrahman était Ali Kouchaïb. Il le savait, ou croyait le savoir, sans avoir demandé ni obtenu les documents de base établissant son identité aux autorités soudanaises. Il le savait ou croyait le savoir sans même poser la question à ses témoins. Il le savait ou croyait le savoir parce que l'intéressé, M. Abdelrahman, n'avait pas contesté le surnom Ali Kouchaïb. Mais le lui avait-il seulement demandé? Pas à notre connaissance. La seule trace que nous ayons d'une possible interaction entre le bureau du procureur et Ali Kouchaïb avant 2016 est celle rapportée par le témoin D16, sans être contestée par le bureau du procureur. Elle a lieu en juin 2006 à Khartoum. Là aussi, j'y reviendrai. Par son objection du 21 novembre 2022, le bureau du procureur, en réalité, fait l'aveu judiciaire le plus évident de son manquement à son obligation d'enquêter à charge et à décharge, avec pour seul objectif l'établissement de la vérité. Or, pas de procès équitable possible, mesdames les juges, vous en conviendrez, sans respecter ces garanties essentielles. Ce manquement grossier à ses obligations par le bureau du procureur n'est pas isolé et ne constitue malheureusement qu'un aspect particulier de l'à peu près permanent que cette affaire a révélé dans le rapport de la Cour à sa propre légalité et à l'équité du procès.
Les exemples sont pléthores. La défense les a dénoncés tout au long de l'affaire. Je ne mentionne que 2 exemples à la seule fin d'illustrer mon propos. Premier exemple, aucun enregistrement n'est conservé des conversations téléphoniques entre les enquêteurs du bureau du procureur et l'intermédiaire P869, qui ont abouti à la production de la vidéo préalable à la reddition de M. Abdelrahman à la Cour en 2020. En l'absence de tel enregistrement, il est impossible de vérifier ce que les enquêteurs du bureau du procureur ont dit pour que l'intermédiaire se croie obligé de dire à M. Abdelrahman qu'il doit se présenter sous l'alias Ali Kouchaïb pour que la Cour s'occupe de lui. Deuxième exemple, aucun enregistrement, aucune note d'enquête n'a été conservée de la rencontre réelle ou programmée des représentants du bureau du procureur avec une personne répondant au nom d'Ali Kouchaïb en juin 2006 à Khartoum. La preuve que cette rencontre était programmée et a probablement eu lieu a été rapportée par le témoin D16, qui a lui-même rencontré Ali Kouchaïb à cette occasion et le décrit comme un homme de 20 ans plus jeune que M. Abdelrahman et membre des Popular Defense Forces, auxquels M. Abdelrahman n'a jamais appartenu. Mes collègues du bureau du procureur l'ont confirmé hier. Le bureau du procureur n'a pas contre-interrogé le témoin D16 sur cette rencontre, ce qui, selon la règle fixée par votre Chambre, et que le bureau du procureur rappelle au paragraphe 8 de son mémoire, équivaut à une absence de contestation. Le bureau du procureur a eu l'occasion d'appeler en réplique au moins 2 témoins les plus éminents qui faisaient partie de la délégation du bureau du procureur à Khartoum en juin 2006 et qui étaient disponibles. Il a choisi de n'en rien faire, confirmant ainsi son absence de contestation de la rencontre programmée avec Ali Kouchaïb à Khartoum en juin 2006. Et pourtant, aucune trace, aucune note d'enquête, aucun procès-verbal, aucun enregistrement n'a été conservé et divulgué. La défense en est inquiétée auprès du bureau du procureur, qui a répondu qu'il n'avait aucune trace d'une telle rencontre ou de sa programmation, ni de la rencontre avec le témoin P103, que le témoin D16 a également confirmé. Cela signifie que, comme pour la vidéo de la reddition, le bureau du procureur n'a pas estimé utile de conserver dans ses archives la preuve de sa rencontre réelle ou programmée avec Ali Kouchaïb en juin 2006. Autre question, si le bureau du procureur savait en 2016 que M. Abdelrahman était Ali Kouchaïb, est-ce parce qu'il le leur avait lui-même confirmé à Khartoum en juin 2006 ? Dans tous les cas, la conservation des traces de cette rencontre et leur divulgation à la défense était indispensable. Le bureau du procureur a, là encore, manqué à son obligation de conserver et de divulguer cette preuve. Les archives du bureau du procureur sont comparables à une passoire au travers de laquelle les informations et les preuves les plus essentielles à démontrer l'innocence de l'accusé s'échappent, emportant avec elles le respect du droit à un procès équitable. De cela, la Chambre devra tirer les conséquences dans sa délibération. À la lumière des violations que je viens de mentionner, de celles visées dans le mémoire de la défense et dans son annexe 1, et du récent rejet des requêtes 1194, 1204 et 1214 de la défense est aujourd'hui en mesure de dire que le procès de M. Abdelrahman n'a pas été et ne pouvait pas être équitable. C'est la réponse à la question numéro 11 de la Chambre. Face à cette situation, la défense prie la Chambre de rompre avec l'attitude conciliante qui a été la sienne jusqu'ici
à l'égard de ses errements et de se montrer enfin plus exigeante à l'égard du respect de la légalité de la Cour et de l'équité du procès. D'admettre, par exemple, que l'absence de convention en vertu de l'article 4, paragraphe 2 du statut de 2005 à 2021 et les insuffisances de l'accord de coopération de mai 2021 ont compromis l'équité des procédures dans cette affaire. D'affirmer que la persistance du bureau du procureur à ne pas respecter les politiques de la Cour en matière de protection de la confidentialité est intolérable, inexcusable et doit cesser. De dire que le bureau du procureur ne peut manquer impunément à ses obligations de conservation de la preuve et de divulgation envers la défense. Vous en tirerez, mesdames les juges, les conséquences qui vous sembleront appropriées sur l'issue du procès, mais vous aurez ainsi fait ce que vous pouviez pour redresser la Cour de ses errances. C'est un sursaut pour le salut de la Cour pénale internationale que la défense invite la Chambre. Je vous le dis solennellement, mesdames les juges, le service à rendre à la Cour est bien plus grand en mettant un terme à ses errances qu'en condamnant M. Abdelrahman à l'issue d'un procès dont ces mêmes errances ont compromis l'équité. Les défis colossaux auxquels la Cour fait face aujourd'hui au Soudan et dans d'autres situations ne pourront être relevés avec succès sans le redressement auquel la défense appelle. Mais avant d'entrer dans votre délibération sur le fond de cette affaire, il reste une question préliminaire qui n'a pas encore été définitivement tranchée et sur laquelle votre Chambre va devoir se prononcer. C'est celle du respect du principe de l'égalité, nolium crimen sine lege, en vertu de l'article 22 du statut. Cette question fait l'objet des paragraphes 8 à 35 du mémoire de la défense. Je n'y reviens pas, je me borderai ici à l'essentiel. Dans sa plaidoirie d'hier, mon collègue du bureau du procureur et dans une certaine mesure mon collègue représentant légal des victimes, nous ont proposé une collection d'opinions exprimées par divers témoins sur la question de l'incrimination. Mais, mesdames les juges, la vérification du principe de l'égalité n'est pas une affaire de sondage. De façon générale, la question du respect du principe de l'égalité est une question excessivement simple. Existait-il, au moment des crimes, une base légale identifiable et accessible qui les incriminait et qui permettait de poursuivre ceux qui les commettaient? Si la réponse est oui, cette base légale doit être identifiée. Ni le bureau du procureur, ni les représentants des victimes n'identifient une base légale claire, identifiable et accessible en vigueur en 2003-2004, sur la base de laquelle les crimes décrits dans les charges auraient pu être réprimés. Le bureau du procureur, au paragraphe 666, et les représentants légaux des victimes, au paragraphe 45 et 46, tentent de soutenir l'insoutenable en prétendant que les conventions internationales, en particulier celles relatives aux droits de l'homme et au droit international humanitaire, et le droit international coutumier, étaient directement applicables en droit soudanais au moment des faits. Ils s'appuient pour cela sur des déclarations et rapports du Soudan devant diverses organisations internationales, y compris la Cour, par lesquels les autorités soudanaises prétendent que le droit international faisait partie du droit applicable au Soudan en 2003-2004. Mais ces sources choisies ne font en réalité que confirmer la non-applicabilité des conventions internationales en droit soudanais, et elles sont muettes à l'égard du droit coutumier. Les documents mentionnés en note de bas de page 2008 et 2009 du bureau du procureur confirment l'absence d'applicabilité directe. Le bureau du procureur s'appuie sur un paragraphe de certains de ces documents certifiant devant diverses instances internationales que les traités internationaux sont considérés comme faisant partie de la législation nationale. Mais il aurait dû pousser sa lecture jusqu'au paragraphe immédiatement suivant
qui requièrent la mention de leurs dispositions, des dispositions de ces conventions, dans les lois du Soudan. Les représentants légaux des victimes, eux, s'appuient sur la note verbale d'octobre 2024, pièce numéro 158, dans laquelle le Soudan prétend appliquer le droit international humanitaire dans son droit national depuis 1925. Au risque de les décevoir, il est rare que les États se vantent devant les organisations internationales de violer les droits de l'homme et le droit international humanitaire. Et le fait qu'ils certifient la main sur le cœur de les respecter ne fait pas pour autant d'eux des parangons de justice et ne modifie pas leur droit national. Le bureau du procureur s'appuie aussi sur la loi soudanaise sur l'asile de 1974, qui introduit une référence expresse aux conventions relatives à l'asile. Mais cette référence confirme qu'en l'absence d'une telle disposition expresse dans la loi, les conventions ne sont pas applicables. Le discours du ministre de la Justice soudanais devant la commission de mise en œuvre du DIH, c'est la pièce 136, définit précisément le rôle de la commission nouvellement créée comme incluant, premièrement, de s'assurer de la compatibilité des lois soudanaises avec les conventions ratifiées, et deux, de définir les mécanismes et mesures de mise en œuvre nationale du DIH. Ce rapport confirme ainsi que rien de tout cela n'a encore été accompli et que tout reste à faire. En page 0043 du même document, le paragraphe 6 du décret de création de la Commission le confirme en définissant ses fonctions. Petit a, analyser la législation nationale en relation avec le DIH, déterminer si elle est en harmonie avec ses dispositions et faire des recommandations pour son amélioration. Petit b, créer les mécanismes et mesures nécessaires à la mise en œuvre des règles du DIH. En page 0048 du même document figure le plan d'action du Comité international de la Croix-Rouge pour la mise en œuvre du DIH dans les pays arabes, en 2003. Sous le titre 2, Répression des crimes de guerre, le CICR mentionne que le Yémen et la Jordanie ont adopté des législations dans ce domaine et que l'Égypte a mené les études en vue de l'adaptation de sa législation. Rien sur le Soudan. Et le CICR recommande que les pays arabes coordonnent leurs efforts pour amender leur législation nationale avec l'expertise des services consultatifs du CICR. En page 0049, le document mentionne encore les efforts du Yémen et de la Jordanie dans la diffusion du DIH au sein des forces armées et recommande que les autres États, dont le Soudan, commencent à faire de même. En page 0054, sous le chapitre Sudan Experience, le document mentionne que l'idée d'enseigner le droit des conflits armés aux forces armées soudanaises a été initiée par le Comité international de la Croix-Rouge à Khartoum. Nous sommes en 2003. Le document continue. Une directive a été émise pour préparer les curricula pour la formation sur le droit des conflits armés et se familiariser avec ses concepts et implications. Alors, si en 2003, nous en sommes à initier l'idée d'une formation en DIH et à émettre une directive pour se familiariser avec ces concepts, quelle meilleure preuve de l'absence de formation et de mise en œuvre du droit international humanitaire jusque-là au Soudan. Le curriculum qui en a résulté est décrit en page 0056. Pour les soldats, le nouveau curriculum leur enseigne la distinction entre combattants et non-combattants et le traitement des prisonniers de guerre. Trop tard, malheureusement, pour les événements du Darfour de 2003-2004. Enfin, le Comité international de la Croix-Rouge répond en page 0063 à la question cruciale.
Que faut-il faire? Sous le point 3, le CICR écrit « Adopter les législations nationales qui répriment les crimes de guerre ». Je pense que mes confrères du bureau du procureur devraient prendre le temps de lire les documents sur lesquels ils s'appuient, au risque de fournir à la défense la preuve exacte de ce qu'elle affirme. La preuve au dossier rapporte l'exact opposé de ce que le bureau du procureur et les représentants légaux des victimes soutiennent. Article 65 de la Constitution soudanaise de 1998, c'est le document 138, je le cite. Le titre est « Non, je ne cite pas. Son titre est « Source of Legislation » et il définit la charia, la Constitution et la coutume soudanaise comme les sources du droit national soudanais et en exclut tout autre. Il n'y a aucune place pour les sources du droit international, les conventions ou le droit international coutumier. Et enfin, la non-applicabilité directe des conventions internationales dans le droit soudanais a été confirmée par les 3 témoins compétents pour l'affirmer, que sont P120, c'est la pièce 49, D16, pièce 78, et D23, pièces 92 et 82. À la lumière de cette preuve et des documents sur lesquels s'appuie le bureau du procureur, il ne fait aucun doute que le droit international, en particulier les conventions et le droit coutumier, définissant les crimes de la compétence de la Cour, n'étaient pas applicables au Soudan en 2003-2004. Le bureau du procureur et les représentants légaux des victimes se réfèrent alors à l'accord du 31 mars 2002 entre le gouvernement du Soudan et la faction rebelle SPLM, qui rappelait aux parties leurs obligations en vertu du droit international et prévoyait la création d'une commission nationale de mise en œuvre du DIH. C'est la pièce 139. La création d'une commission de mise en œuvre du DIH n'a pas pour effet, en elle-même, de rendre les conventions ou la coutume internationale applicables en droit soudanais. Comme indiqué précédemment, le discours du ministre de la Justice et le décret d'établissement de la commission confirment que tout restait encore à faire en matière de mise en œuvre nationale. Ce premier effort n'a abouti qu'en 2007, avec l'adoption des articles 153 à 163 de la loi sur les forces armées soudanaises. L'accord du 31 mars 2002 et ses suites sont donc sans pertinence pour l'application du principe de légalité aux faits survenus en 2003-2004. Le bureau du procureur et les représentants légaux des victimes tentent enfin de se référer aux dispositions du droit national soudanais en vigueur à l'époque, en particulier le Code pénal soudanais de 1991 et la loi sur les forces armées populaires de 1986. La défense avait anticipé cet argument et l'a adressé au paragraphe 27 de son mémoire. Ce que je vais dire à présent répond à la question numéro 8 de votre Chambre. Affirmer que les dispositions du droit soudanais en vigueur en 2003-2004 offraient les incriminations et les voies procédurales permettant de réprimer des crimes commis en opération dans le cadre d'une contre-insurrection ordonnée par le gouvernement, aurait requis la soumission de preuves, en particulier de preuves émanant d'un témoin expert en droit national soudanais, qui l'aurait confirmé. Les obstacles identifiés à l'application de telles incriminations de droit commun à ces opérations, telles que la Hanima, l'ordre donné, la nécessité militaire, les immunités, l'état d'urgence et l'état de guerre, sont trop nombreux pour répondre à cette question sans une telle expertise. L'exception d'incompétence, qui repose sur l'absence d'incrimination, a été enregistrée au cours de la phase préliminaire. Nous sommes le 16 mars 2021. Le bureau du procureur était donc pleinement averti et disposait de toute la phase de présentation de sa preuve pour appeler un tel expert
en droit soudanais. Il n'en a rien fait. Après les comparutions des témoins D16 et D23, le bureau du procureur avait encore la possibilité d'appeler un témoin expert en droit soudanais sur ce point en réplique. Il n'en a encore rien fait. Après avoir failli à rapporter la preuve d'une incrimination en droit soudanais pour les crimes décrits dans les charges applicables en 2003-2004, le bureau du procureur ne peut aujourd'hui demander à la Chambre de se substituer à ce rôle d'expert en droit soudanais et d'interpréter par elle-même le droit soudanais aux fins de sa délibération. Avec tout le respect qui vous est dû, mesdames les juges, votre Chambre n'a pas compétence pour interpréter et encore moins déterminer le droit soudanais. Vous devez vous déterminer sur la preuve disponible au dossier. Et cette preuve confirme que les crimes décrits dans les charges, attaque de villages rebelles, Khanima, arrestation et exécution extrajudiciaire, torture, n'étaient pas définis en droit soudanais, faisaient partie de la pratique courante des autorités soudanaises à l'époque, sans distinction entre les hommes, les femmes, les enfants ou les vieillards. Vous vous référerez pour cela au témoignage du témoin P20 en note de bas de page 715 à 725 du rapport du mémoire de la défense. La preuve confirme que refuser d'obéir à un ordre de commettre ces faits était passible d'exécution sommaire sur le théâtre d'opération. C'est le témoignage des témoins P20 en note de bas de page 813, P120, note de bas de page 802, P883, note de bas de page 804 à 807, et P954, note de bas de page 812. Et que l'emploi régulier de l'expression « Allahu Akbar » en marge de la commission des crimes rendait toute référence à l'islam inutile pour prévenir ou encore moins incriminer des violations du DIH. La preuve établit enfin que l'excuse de nécessité militaire ou les amnisties étaient régulièrement utilisées pour éviter la répression de ces violations et que l'état d'urgence en vigueur au Darfour au moment des faits avait considérablement dégradé la situation déjà catastrophique du point de vue du respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire. C'est sur la base de cette preuve que la Chambre doit se prononcer. Le bureau du procureur a eu l'occasion de rapporter la preuve que les actes décrits dans les charges étaient incriminés et susceptibles de poursuite au Soudan. En 2003-2004, il n'en a rien fait. En l'absence d'une telle incrimination, la Chambre n'a aucun choix raisonnable que de constater son absence et de déclarer par conséquent la Cour incompétente pour juger M. Abdelrahman en vertu de l'article 22 du statut Nullium Crimen Sine Lege. Avant de terminer, mesdames les juges, je dois mentionner un dernier point qui est en relation avec la ligne 1 de la défense que j'aborderai demain matin. Mais je considère utile d'informer à l'avance la Chambre afin que, éventuellement, vous réfléchissiez à des questions que vous souhaiteriez nous poser. Contrairement à ce que vous avez semblé assumer hier, Madame la Présidente, la défense n'a jamais renoncé à la ligne argumentaire selon laquelle Ali Kouchaïb n'existerait pas. J'ai failli tomber de ma chaise lorsque j'ai entendu ça hier. Notre position a toujours été et demeure que M. Abdelrahman n'est pas Ali Kouchaïb. Et quant à la question de savoir si Ali Kouchaïb existe ou n'existe pas, la défense ne sait pas laquelle de ces deux solutions correspond à la vérité. Et d'ailleurs, la charge de l'établir ne nous incombe pas. Nous n'avons donc pas de position sur ce point, mais nous n'avons jamais exclu que Ali Kouchaïb n'existe pas. Je tenais à ce que ce soit clair et je me tiens naturellement à la disposition de la Chambre pour répondre à ces questions sur ce point demain
dans la journée. J'en ai terminé. Souhaitez-vous que nous continuions? Et dans ce cas-là, je cède la parole à mon confrère. No, well, it seems to be the appropriate place for a break for lunch. As I said, we're going to reduce it to an hour, so we'll sit again at 5 to. Well, I tell you what, we'll sit at 2 o'clock, and then finish at 3:30 this afternoon. Right. Yeah, that's what I said. Yeah, you get an hour and a half. You get less for lunch. You get less for lunch. Yes. But you get your hour and a half this afternoon. I thought Her Honour needed to be away by 3. No. 3:30. No, 3:30. And it's not me. It's the Vice President. Yes. Yes. All right. We'll sit again at 2 o'clock. All right, we are good away.